Cube Radio. Misogynie, menace de viol, menace de mort. C'est pas toujours facile, l'univers des jeux vidéo et des réseaux sociaux. Mais est-ce que c'est si dangereux que ça de l'Internet? On traite de ces enjeux-là dans la télésérie de fiction diffusée à TVA, Le Jeu. On veut s'entourer des bonnes personnes qui comprennent vraiment les enjeux du monde technologique dans lequel on vit aujourd'hui pour l'éclairer un peu. Il me semble qu'à la gang, là, on pourrait avoir une meilleure communauté en ligne. On est le podcast Le Jeu. Mon nom est Fred Bastien. C'est un honneur, un plaisir pour moi de discuter de ces enjeux-là avec vous cette saison. Et on commence en force avec nul autre que Mylène Cholet et Martin Girard, les auteurs de la série Le Jeu. Donc, on va pouvoir réfléchir un peu à l'inspiration qui a mené à cette série de fiction, mais qui est ancrée quand même dans des faits réels. Et nous avons Stéphanie Harvey, professionnelle du jeu vidéo depuis plusieurs années, championne du monde de Counter-Strike, quelqu'un qui vit, qui aime, j'ai l'impression, les jeux vidéo et ce que ça apporte dans ta vie, mais qui vit parfois les côtés plus négatifs de cet univers. Puis on aura la chance de séparer le vrai du faux un peu dans tout ça. Mais pour l'instant, on présente Marianne, qui est une professionnelle du jeu vidéo. Elle travaille dans une compagnie de jeux vidéo. Elle fait des jeux vidéo. Et son jeu indie, son jeu donc indépendant, avant qu'elle rejoigne un gros studio comme on pourrait imaginer un EA ou un Ubisoft ou un Warner, elle est célébrée pour le jeu qu'elle a fait précédemment. Elle est en nomination au prix Lumix. Ludix. Faut pas que je me trompe avec les Numix qui sont des vrais prix. On sent, c'est pas tout à fait la même chose, mais on sent le parallèle quand même. Elle est en nomination et elle va aller dans une entrevue qu'on devine diffuser sur la plateforme Twitch avec les autres nommés. Et elle va dire ceci. Ouais, ben la subtilité d'un jeu vidéo, hein. OK, pas besoin de mordre, là. Laisse-la faire, là. Elle doit être dans sa semaine. Ok, tu me niaises-tu, toi? OK, guys, on garde le contrôle, s'il vous plaît, on est en direct. Oh, mais je suis pas venue ici pour me faire niaiser, là. C'est... En même temps, tu dois avoir l'habitude. T'as eu un méchant backlash online avec Escape. On t'a accusé de te venger de ton ex. Non, c'était pas mon ex. C'était un jeu. Et puis moi, là, les pas de vie qui se cachent derrière des pseudos pour insulter les femmes, là, ça me fait vraiment pitié. Les trolls mal baisés, ça m'empêche pas de dormir la nuit, moi. Elle pète un peu sa coche et s'adresse aux pas de vie qui l'insultent sur les réseaux sociaux. Va se rendre finalement au gala où elle est nommée au fameux Ludix. Elle va gagner, mais malheureusement, on ne saura pas vraiment ce qui va se passer plus tard pour elle parce que pendant l'événement, le char de son chum va se faire égratigner et vandaliser par une gang de jeunes. On devine que c'est un lien avec les trolls qu'elle a dans la vraie vie parce que faut mentionner que Marianne elle-même ne s'en fait pas trop avec ça, mais se fait menacer tous les jours par des trolls sur Internet, probablement parce qu'elle est une femme de tête dans l'industrie des jeux vidéo. Et on devine qu'il lui arrive quelque chose dans le bar, elle fait un blackout, on devine que ça a un lien avec ce qu'elle représente dans l'industrie des jeux vidéo. Est-ce que c'est un bon résumé du premier épisode? C'est un bon résumé. Bon, Stéphanie, tu l'as regardé. Qu'est-ce que t'as pensé du premier épisode de la série Le Jeu diffusé à TVA? Ben, c'est drôle parce que moi, dès que je l'ai regardé, je savais pas à quoi m'attendre. J'avais vu le synopsis de la série, mais tu sais, moi, connaissant bien le Gamergate, je me suis dit, bon, ça doit aller rechercher un peu du principe du Gamergate. Je dirais que le 3/4 de l'épisode, j'ai l'impression que c'était ma vie. Honnêtement, j'ai l'impression, j'en ai des frissons en le disant, là, j'avais de la difficulté même à trouver les moments, tu sais, qu'on peut dire cringe, les moments un peu, oh non, c'est pas comme ça dans la vraie vie. Moi, j'étais conceptrice de jeux vidéo chez Ubisoft. Je fais aussi partie de l'univers en ligne, là, je stream sur Twitch, je fais du YouTube et tout ça. Ça ressemble à mon quotidien, là. Donc, faut qu'on contextualise un peu pour les gens qui sont peut-être moins familiers avec les bons côtés, mais aussi les mauvais côtés de notre industrie des jeux vidéo. Le Gamergate, es-tu capable de résumer en quelques phrases? On va tous travailler fort là-dessus. Ce que c'est, mais c'est un grand scandale qui a éclaté dans la communauté du gaming où
pour un paquet de raisons, il y a eu vraiment une explosion de misogynie qui a été dirigée envers une créatrice de jeux vidéo qui avait fait un jeu vidéo qui s'intéressait à la santé mentale, entre autres. Et sans nécessairement vouloir me mêler à ce sable mouvant de débats compliqués, mais une chose est sûre, il y a eu beaucoup de misogynie qui a émané de cet incident, n'est-ce pas? Ouais, je pense que c'est la meilleure façon de le décrire. Il y a plusieurs points de vue. C'est même un événement dont même l'existence est contestée. Ouais, c'est exactement ça. Ils disent c'est n'importe quoi. Tout comme des gens qui disent que la Terre est plate. C'est ça, exactement. Mais ça a été créé par les filles pour attirer de l'attention et tout ça. Ouais. Fait que, c'est devenu une espèce de mixed bag d'affaires. Selon du côté où tu te trouves, tu as une perception complètement différente du Gamergate, du Gamergate et même de l'existence du Gamergate. Mais bon, de notre côté, là, c'était un mouvement misogyne. Ça, c'est clair. Exact. Ça, c'est certain. Puis, je pense que c'est plate qu'il faut qu'on marche autant sur les œufs quand on s'adresse à ces questions-là. Mais je pense qu'il y a quelque chose qu'on doit immédiatement mentionner. C'est que la plupart des gens ici assis autour de la table, j'en suis convaincu, on aime le monde des jeux vidéo. On aime l'univers du gaming. On essaie de porter un regard peut-être éclairé sur celui-ci pour améliorer les circonstances. Puis, on est contre la misogynie. Ça, je pense que tout le monde est d'accord avec ça. Rendu là, je pense qu'on n'a pas le choix d'aller quand même un peu plus loin dans le Gamergate parce que comme on c'est l'éléphant dans la pièce, ça a été une inspiration quand même pour la série, mais c'est pas une livraison exacte de ce qui est arrivé. Non, c'est ça. Mais dans les deux cas, ça implique un personnage féminin dans la vraie vie qui s'est fait harceler en ligne et dans la vraie vie à cause de ses positions dans les jeux vidéo. Même pas, juste parce que c'est une fille. En plus. Au départ, c'est ça le pire, parce qu'elle se fait accuser d'être féministe, mais elle est pas féministe plus qu'une autre. Je veux dire, elle met pas de l'avant des positions extrême ou exagérée. C'est juste une fille qui fait des jeux. Puis ça, c'est de là que ça part. Puis au départ, c'était une volonté de TVA de faire une série, de créer une série qui se passait dans le milieu des jeux vidéo, parce que Montréal est quand même maintenant le 5e pôle en importance. C'est vraiment une industrie qui est florissante. Puis ils voulaient faire un thriller. Fait que là, à partir de là, on a commencé à faire de la recherche et tout ça. Puis quand moi j'ai découvert cette affaire-là, parce que c'est ça qui est fascinant aussi, c'est que Gamergate, c'est connu des gens dans le milieu des jeux, mais dans le côté mainstream, on n'avait jamais entendu parler de cette affaire-là. Puis j'étais comme, comment ça? C'est quand même grave tout ce qui s'est passé. Puis il y a quelque chose de tellement étanche entre le mainstream puis tout l'univers des jeux. On pourrait dire que par exemple le scandale de Weinstein, qui était très grand public. Tout à fait, très médiatisé. A eu des répercussions dans une industrie ciblée qui est l'industrie du cinéma, mais qui a été très médiatisée. Oui. On pourrait dire que le Gamergate a été le underground Weinstein. C'est pas du tout les mêmes accusations, pas du tout les mêmes problématiques, sauf que au niveau de la perception médiatique et du public, il y a des liens à faire. Mais moi, je vous renvoie la question à vous deux qui êtes plus dans le milieu. Est-ce que le Gamergate a eu des impacts aussi positifs, entre guillemets, parce que le MeToo a quand même eu des impacts concret? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé depuis le Gamergate? Il faut savoir que le Gamergate est arrivé à un moment très bizarre aux États-Unis. Moi, je trouve que ça a franchi le mainstream, en fait. C'est ça qui a fait que le Gamergate a été aussi gros. Il y a des acteurs qui en parlaient sur leurs tweets et tout ça. Puis il y a même eu des acteurs que moi, j'ai perdu beaucoup de respect pour, qui s'étaient alliés au Gamergate. C'est vrai? Oui, ça a été vraiment très gros aux États-Unis parce que le FBI s'en mêlait pas, il y avait personne qui s'en mêlait alors qu'il y avait des filles qui couraient pour leur vie. Là. Ouais. Moi, je trouve que c'est pas nécessairement le Gamergate qui a fait changer les choses. C'est arrivé un petit peu trop tôt, on dirait, dans le changement dans le jeu vidéo. Ça doit faire 2-3 ans maintenant que j'ai vraiment l'impression que des organismes qui veulent faire une différence, que même, tu sais, que ce soit Twitter, Facebook, on commence à plus accepter certaines choses. Mais le Gamergate est arrivé avant ça. Donc, il est arrivé au moment où les studios, personne voulait les supporter, ces filles-là. À un certain point que moi-même au Québec, quand on m'a demandé de faire des entrevues de Gamergate, j'ai refusé. Je voulais pas que mon nom soit associé à Gamergate parce que je voulais pas devenir une autre victime. C'était trop. C'était trop gros. C'était quelque chose que je me disais, je sais pas si je suis capable de l'affronter. Donc, c'est la première fois que j'ai refusé des interviews dans ma vie. Et quasiment la dernière, là, c'était durant le Gamergate. Je voulais juste pas avoir même, parce qu'il y avait des bots qui recherchaient Gamergate, puis qui allaient juste... des associations. Ouais, puis tout de suite, ils allaient chercher les filles qui étaient impliquées, puis n'importe quelle fille qui avait le guts d'y toucher se faisait brûler. Là. C'était intense. Ça, c'est quelque chose qui est quand même assez répandu parce que les filles aujourd'hui, justement, veulent pas dénoncer non plus. T'sais, on voit Marianne qui ne veut absolument pas être victime. Qui dédramatise tout le temps. Les filles ne veulent rien dénoncer parce qu'elles veulent justement pas être associées à Gamergate encore aujourd'hui. C'est une tare. Rapidement, effectivement, c'est quelque chose de tellement complexe, puis on va continuer de le disséquer tranquillement, mais pour les gens qui veulent
un peu plus de contexte ou peut-être d'informations, ils pourront aussi chercher de leur côté sur le Gamergate. Mais c'est arrivé en août 2014. Et c'était carrément une campagne de salissage et d'attaque personnelle à, justement, une fille qui faisait des jeux vidéo. Et là, il y a eu, comme tu mentionnais, Stéphanie, des vagues parce que ça inclut plusieurs filles éventuellement, les gens qui se portaient à la défense de cette fille-là qui était attaquée. Et donc, ça a eu des conséquences dans le monde réel. Et effectivement, j'espère que peut-être que ça aura permis de tourner un peu les yeux de la communauté sur la misogynie en général, et ça aura mené peut-être à l'amélioration qui vient dans les autres industries, des autres canaux qu'on mentionnait plus tard pour ramener ça dans le positif. Mais la semaine dernière, j'étais à Toronto au Fan Expo, et pour la première fois, ça doit faire quelques années que ça commence à être implanté, mais je voyais des grandes pancartes qui disaient « Le cosplay n'est pas le consentement ». C'est-à-dire, si je porte un costume sexy, ça veut pas dire que je veux me faire prendre en photo nécessairement, ça veut pas dire que je veux me faire toucher, ça veut pas dire, tu sais, interagir avec moi en premier avant de me demander pour une photo ou quoi que ce soit. Exact. Ce qui est quand même la chose la plus décente et la plus simple à protéger. Sauf que je me disais, en voyant ces pancartes-là, il me semble qu'il y a quelques années, ça se serait fait arracher. Pendant le Gamergate, il y aurait eu des gens qui auraient déjà trouvé que ça, exact, c'est ça, c'était déjà trop. Donc, nonobstant le Gamergate, est-ce que tu sens, toi, que dans la communauté, en plus des plateformes qui s'impliquent de plus en plus, il y a une volonté, même des utilisateurs et des gamers, de faire un peu la police dans les communautés, puis essayer de garder la conversation positive et non menaçante? C'est drôle, mais il y a plusieurs choses qui sont en train de se passer, je pense. La minorité d'avant est rendue la majorité. Donc avant, tu sais, c'était très restreint. C'était un boys club, je dirais même un boy white club. Là. C'était très très restreint. Puis là, c'est rendu que la majorité est la diversité. Donc là, ça fait changement parce que les gens sont comme tannés d'entendre le discours, sont comme, écoute, s'il faut encore en parler, c'est parce qu'il y a un problème, là. Fait que, tu sais, c'est comme si on est en train de hush les gens qui causaient les problèmes. Est-ce que ça règle le problème vraiment? Est-ce que ces gens-là sont pas plus refoulés, puis là, ça crée des trolls sur Internet qui se lâchent? Possiblement. Mais au moins, ce qui est rassurant, là, c'est qu'en vrai, ça a quand même beaucoup changé. Mais là, c'est ça, c'est qu'il y a du changement. Puis je pense que, tu sais, toutes les réactions épidermiques des trolls anti-gameuses, tu sais, ça vient justement de ça, du fait que là, l'industrie est en train de changer, ils sont résistants au changement, ils aiment pas cette espèce d'intrusion dans ce qui était une de leurs dernières chasses gardées. Tu sais, on est dans notre sous-sol, on est juste des gars, on joue à des jeux vidéo. Oups, maintenant, il y a 50% de filles dans le milieu des jeux. Fait qu'il faut une adaptation. Puis je pense qu'il y a une réaction peut-être qui est due à ça, à cette résistance au changement. Là. Exact. Tu as mentionné le terme troll. Je pense que c'est important de contextualiser. Tout au long de la série, on aura la chance de faire un petit lexique pendant que nous allons analyser les épisodes puis les réflexions qui émanent de la série Le Jeu. On a parlé de troll, de troller. C'est quoi votre définition d'un troll? Selon toi, Steph, c'est quoi un troll? Mais pour moi, c'est assez vague parce que c'est pas nécessairement négatif, un troll. Je sais que la plupart des gens qui utilisent le mot troll, c'est vraiment quelqu'un qui dérange négativement puis qui vraiment juste veut comme choquer, là. Puis souvent, ça, c'est négatif parce que ils vont faire des menaces gratuites, accuser des gens, peu importe. Mais pour moi, le troll, ça peut être drôle aussi. Tu sais, ça peut être quelqu'un qui... Ça peut être le poisson d'avril. Ouais, c'est pour ça que j'aime pas ben le mot troll parce que c'est... Tu sais, les gens l'utilisent comme à la légère. Ah, je fais juste troller, tu sais. Alors que le sens pur de ce mot-là est quand même pas très positif. Le troll, c'est souvent la personne qui veut provoquer, qui veut provoquer une réaction. Donc, c'est pour ça qu'on l'associe de façon négative à cet univers-là. C'est sûr que nous, dans le contexte d'un trailer, nos trolls deviennent évidemment une menace physique. Parce que c'est un trailer. Donc, c'est ça on prend cet angle-là d'un point de vue dramatique. Mais il y a des trolls sur des forums qui veulent juste le fait, par exemple, que quelqu'un n'ait pas de notre avis sur un sujet en particulier, on va dire, ah, ben, t'es un troll. Tu fais juste troller, tu sais. Alors que bon, c'est pas nécessairement agressif mais ça peut le devenir. Ça, c'est trop large, le mot troll, en fait. Parce que les gens qui sont vraiment très agressifs peuvent se cacher derrière le fait qu'ils disent, ah, je fais juste troller. Mais tu sais, en fait, ce que t'as dit, c'est très grave. C'est que ça peut être dit comme, ah, c'est juste une blague, mais dans
le fond, une menace de mort, c'est pas juste une blague. Ouais, mais les gens peuvent parfois, ça arrive, I was just trolling. D'ailleurs, au début de l'épisode 1, Marianne, c'est ce qu'elle dit. Elle dit c'est juste mon troll, c'est pas grave. Elle minimise finalement ça parce que elle a pris l'habitude finalement parce qu'elle s'est construite comme une carapace par rapport à ça. Donc elle dédramatise. Oui. Tout ce qu'ils veulent, c'est qu'on réagisse. Puis je sais que des fois, là, ça peut paraître bien éveillé, mais faut toujours se rappeler qu'un troll, ça jappe fort, mais ça sort jamais de son sous-sol. Bon? T'as pas, là. OK. On dit, non, c'est juste des gens qui m'insultent. Moi-même, je me suis reconnu un peu là-dedans parce que jamais je ne passe proche de se recevoir des messages aussi terribles que Marianne ou peut-être que probablement que toi, Steph. Mais moi, quand je reçois un commentaire un peu négligeable à mon égard, je me dis toujours, ça peut pas être si grave. C'est quoi ta première réaction, toi, Steph, quand tu reçois des trucs graves? Ça doit t'arriver quand même souvent. Comment ça marche? Ouais, ça arrive quand même assez souvent. Genre tous les jours, là. Malheureusement, tu sais, ce que tu as mentionné tout à l'heure, se faire une carapace, c'est carrément ça. Moi, je me fais mon devoir de dire que ça existe, mais je veux pas être une victime comme Marianne dans le show. Fait que c'est vraiment une espèce de threshold qui est très difficile là, à suivre, là, mais c'est vraiment si je les laisse m'atteindre, ça gâche ma journée. Et puis ça m'est arrivé ce matin, tu sais, j'ai écrit à mon copain, regarde, c'est encore arrivé ce matin, il dit, on s'en fout, là, laisse-les pas gagner, on s'en fout, tu sais, passe une belle journée, whatever. Mais tu sais, puis, toi, t'es quand même dans le milieu depuis l'âge de 18 ans que tu fais du Counter-Strike, tout ça. Donc là, t'étais toute petite, là, quand t'as commencé à te faire insulter, tout ça, cette carapace-là. Comment t'en es venue à je veux dire, au début, ça devait être là, t'es bien, tu sembles être très, très à l'aise avec ce que t'es. Mais il y a dû avoir un processus. Peux-tu nous en parler un petit peu? Ouais, je pense que le processus que j'ai vu, même dans mes coéquipières, là, qui sont plus jeunes, là, c'est vraiment au début, là, on prend tout à cœur, on répond, on s'investit, on écrit des gros commentaires, on se défend. Tu sais, puis tu t'investis toute la journée, là, tu vas voir si la personne a répondu. Tu refreshes les forums. T'essaies de comprendre pourquoi. Ouais, puis t'essaies de les raisonner. Là. Alors que quand tu te rends compte que tu peux pas gagner, tu peux littéralement pas gagner, peu importe ce que tu dis, à la fin, il peut même juste dire genre, t'es lettre. Tu sais, mais tu peux pas raisonner avec quelqu'un qui dit t'es lettre, là. Tu sais, mais OK, fait que tu sais, toi, si tu t'avais ça dans une conversation qui carrément sert à rien, ça prend des années. Moi, ça m'a pris des années comme devenir la personne qui laissait les choses aller dans les forums puis qui regardait pas Reddit. Reddit, c'est vraiment l'enfer, là. Quand mon nom tombe sur Reddit, c'est vraiment horrible, mais tu sais, qui regardait pas ces choses-là, qui faisait juste focuser sur moi, mes objectifs, qu'est-ce que je peux faire pour changer les choses de mon côté, ce qui veut dire, oui, en parler dans des places comme ici aujourd'hui, dans le podcast, mais essayer plus de parler des solutions, de parler comment vivre avec ça, de parler des belles choses du gaming au lieu de, il y a une couple d'années, quand j'étais comme, on est des victimes, Tu sais, c'est comme mon évolution s'est faite. Puis c'est peut-être le conseil que je peux donner aux jeunes d'aujourd'hui, là, c'est que malgré le fait que tu peux t'investir, là, tu parles à des murs, c'est carrément ça. Puis ça peut être des gens très sensés dans la vraie vie, puis qui sur Internet, ils deviennent, s'en fous, là, tu sais. Ils ont plus de filtre. Ouais, puis honnêtement, je dirais qu'on, sans le voir, peut-être qu'on a tous déjà été un troll sur Internet. Oui. Fait que c'est ça qu'il faut se rappeler, tu sais. Même toi, t'as peut-être déjà été un troll sur Internet, fait que des fois, c'est vraiment comme... Moi, en fait, j'ai pris en pitié, c'est pas de leur faute. C'est l'Internet le problème, c'est pas les trolls. Tranquillement, la science essaie de tisser des liens entre les différentes généralisations que tu peux faire des personnes qui t'attaquent des manières les plus violentes en ligne, parce que on l'a mentionné, il y a des trolls qui sont un peu bon enfants, vont peut-être faire une blague. On parle ici d'une blague drôle et non pas d'une blague de menace. Là, t'sais. Mais effectivement, il y en a qui sont très intenses. On parlait de menaces de viol, de menaces de mort, c'est monnaie courante sur Internet. Tranquillement, il y a des études qui essaient de se pencher sur qu'est-ce qui unit ces gens-là. Est-ce que toi, t'essaies d'éviter de leur accorder de l'importance ou tu remarques une similitude dans les profils des gens qui t'attaquent les plus violemment? Ça dépend, je dirais, du médium que j'utilise, là. C'est peut-être plus ça aussi, puis du message que je parle, puis l'ampleur que le message prend. Dès
Dès que ça devient très viral, là, ben là, c'est là que ça augmente l'intensité de la stupidité. Tu sais, il y a aussi plein d'affaires qui font que le moins que la personne me connaît, le plus qu'il y a des fois, elle est gratuitement méchante. Fait que tu sais, il y a plein de liens aussi qui ont rapport aussi géographiquement, là. Si la personne parle français ou pas, si la personne, tu sais, avec l'âge. En tout cas, il y a plein de choses, là. Puis, ben, tout ça, c'est bien malheureux. mais en général, est-ce que le fait que tu sois une femme, est-ce que ça peut être un prétexte suffisant pour qu'on t'attaque puis qu'on t'attaque sur le fait que tu es une femme, tu sais? Oui, mais ça, je pense que c'est un phénomène de société. C'est vraiment quelque chose en tant que société c'est encore très difficile, là, que ça soit dans les bureaux, là, tu sais, les femmes au pouvoir, tout ça, c'est encore un gros problème. Puis je pense que, malheureusement, le fait que je sois une fille sur Internet, c'est facilement identifiable, que ce soit ma voix, tout de suite, ou sur photo. Ben oui. Tout de suite, je suis différente. Tout de suite, on est capable d'identifier ma weakness, là, ma faiblesse, qui fait que c'est une femme. Donc, c'est facile de m'attaquer personnellement là-dessus. Tu sais, moi, j'ai des commentaires de mon physique, le poids que j'ai pris, tu sais, par rapport à telle journée, telle date. Il y a beaucoup de commentaires sur le discours que je fais. Moi, je dis toujours j'ai toujours eu l'impression qu'une femme en milieu de travail doit prouver sa compétence alors qu'un homme commence immédiatement compétent. Ça, je l'ai vécu en jeu vidéo, là, tout le temps. Puis même moi, j'ai été, dans ma jeunesse, là, il y a 10 ans quand j'ai commencé, victime de ça en me disant, ben, peut-être que elle a eu cette poste-là à cause de telle chose ou telle chose. Ça le dit dans le premier épisode, hein, quand Marianne a dit, un de ses commentaires, c'était, elle a dû sucer une coupe de pénis pour se rendre là. Ben, moi, ça, je me fais dire ça tout le temps. Je n'ai jamais, à cause de mon talent ou de mon expérience de carrière, que j'ai des... Parce que t'es cute. C'est parce que j'ai couché avec quelqu'un ou parce que j'ai... C'est une misogynie qui imprègne, en fait, tous les secteurs de la société. Et c'est tellement facile d'en parler sur Internet, et malheureusement, les jeux vidéo... L'anonymat ajoute, ça rend ça plus facile, j'ai l'impression. L'anonymat ajoute, mais moi, au début, je pensais que c'était vraiment le problème de l'anonymat. Jusqu'à temps que je suis vraiment, j'aime ça lire sur la politique. Donc, je lis beaucoup des articles ou des Facebook posts de politique. Puis là, je vois, mettons, même des Québécois, là, qui, tu sais, je me suis dit, c'est parce que c'est pas des Québécois, parce que nous autres, on est cool au Québec. Puis c'est parce que c'est l'anonymat. Et là, je m'en vais voir les posts, les réponses des gens qui sont pas anonymes du tout sur Facebook. Tu connais quasiment toute leur vie, là. Tu cliques sur leur profil, tu vois leur enfant, tout. Puis les réponses qu'ils donnent, non, mais les réponses qu'ils donnent, ça donne froid dans le dos. Comment quelqu'un qui sait qu'on, tu sais, fait que non, au début, je pensais que c'était anonyme, mais je pense que le moins en moins, le monde est anonyme et sont conscients qu'ils sont plus anonymes, puis ils font quand même. Mais les gens s'assument là-dedans, c'est-à-dire que, puis c'est un peu ce qu'on essaye d'amener avec la série, c'est-à-dire que, tu sais, tu vas dire, tu traites quelqu'un de salope en ligne, etc., puis bon, c'est pas sérieux, etc., mais il y a toujours quelqu'un qui le reçoit, cette affaire-là, puis eux ont souvent la réaction de dire, ouais, mais t'es une personnalité publique, tu sais, faut que tu sois capable de le prendre, puis là, si t'es pas capable de le prendre, etc., tu sais, donc, il y a quelque chose qui justement, qui n'est plus lié à l'anonymat, qui est juste lié à, tu sais, c'est correct, j'ai droit à mon opinion. Moi, j'ai ma page Facebook. Je suis capable de dire ce que je veux, mais sans réfléchir, parce que ces gens-là sont pas tous des méchants et des psychopathes. À un moment donné, c'est juste, on est dans une discussion, puis le côté très, très froid des médias sociaux aussi, où, tu sais, là, t'as pas l'intonation, t'as pas donc il y a quelque chose qui est tout le temps souvent décontextualisé, puis qui prend, je pense, encore plus de violence quand tu le reçois, toi, à froid sur ton écran. Je ressors mon lexique rapidement. J'ai dit doxer, c'est mettre sur Internet les informations réelles d'une personne afin de la menacer dans la vraie vie. C'est une manière. Mais je pense qu'on est quand même à un point tournant par rapport à ça, parce que on a vu dans l'actualité récemment des gens qui ont été arrêtés à cause qu'ils avaient fait des menaces de mort sur des réseaux sociaux. On voyait pas ça avant. Donc là, maintenant, on est rendu là. Donc, c'est plus, on peut plus, on le fait encore en toute impunité, mais je pense que c'est en train de changer. Puis je pense qu'à un moment donné, une menace de mort sur un réseau social, c'est un crime. Ça va, oui, voilà. Je suis d'accord, mais je pense qu'on n'est pas outillé en tant que société pour interagir sur l'Internet. C'est arrivé trop vite. La technologie a dépassé l'éducation. Tu sais, que ce soit dans les écoles, les cellulaires et tout ça, qui font maintenant partie de notre quotidien. On n'est pas équipés et outillés, là. Je connais une couple de professeurs, justement, là, qui sont débordés par les faits, puis s'ils enlèvent les cellulaires de leurs enfants, les parents les chicanent les professeurs, tu sais. Donc, on est comme
pas outillés à avoir un 24 heures sur 24 connecté, un monde 24 heures sur 24 connecté. Puis ça, moi, je pense que c'est un gros fléau, puis qu'on devrait agir, que ce soit au Canada, au Québec, mais on devrait supporter mieux l'éducation de nos enfants pour comprendre. Parce que même moi, là, je suis pas outillée à recevoir ce message-là ou à le donner appropriément. J'ai aucune idée comment ça fonctionne. La recherche est encore dépassée. Les technologies nous dépassent. On est complètement là dans un univers qu'on ne pensait pas être il y a 20 ans. Puis il y a personne qui l'a vu venir. Toi, personnellement, t'as fait des initiatives là, pour essayer de faire bouger les choses au niveau des plateformes, des diffuseurs. Je sais que t'as contacté Twitch, entre autres, à un certain point. T'as cofondé Miss Clicks, qui était un organisme qui avait pour but justement de t'assainir un peu le discours autour de la fille dans le jeu vidéo. Tu fais des efforts, tu continues d'en faire. Qu'est-ce qu'on peut faire? Premièrement, j'ai l'impression que le message est différent pour les différentes personnes. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on peut dire, aux gamers, en général, gars comme filles, mais à la communauté. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire aux gamers filles, selon toi? Puis qu'est-ce qu'on peut dire aux parents qui sont parfois un peu en retrait? Je veux dire les parents, mais peut-être n'importe qui est pas dans la communauté, mais qui côtoie la misogynie, tu sais, à tous les jours. Qu'est-ce que tu raconterais si tu peux t'adresser là, à un représentant des gamers en général, une représentante des gamers, puis ensuite un parent qui a besoin d'être rassuré peut-être un peu? Je dirais au niveau des gamers, ça serait c'est tellement facile de pas agir. C'est tellement facile de voir un troll puis de le laisser faire. Puis il y a même maintenant quelqu'un qui va défendre une autre personne sur Internet va se faire appeler, en tout cas dans mon univers, le chevalier blanc, le White Knight. Alors que c'est, dans le fond, on utilise ce mot-là pour tu sais, quelqu'un qui va vraiment essayer de te défendre se fait dire c'est un White Knight, il va arrêter de te défendre. C'est comme une espèce de power up là que les ennemis utilisent là, puis boum, moi je vais sortir mon White Knight, tu vas voir, il va arrêter de chialer. Tu sais, mais une formule magique là qui pour vrai ça fonctionne, il y a plein de monde qui dit je suis pas un White Knight. Donc faut pas être gêné d'être un White Knight. Je pense pas que c'est négatif d'être un White Knight. Je pense que défendre quelqu'un qui se fait opprimer sur Internet ou qui se fait attaquer sur Internet en restant poli, et la réponse n'est pas d'attaquer en retour, c'est ça qui est tellement différent de la vraie vie. Élever le niveau. Dans la vraie vie, mais quelqu'un se fait attaquer, on va dire, ben là, calme-toi, là, tu vois bien que t'es la seule personne qui crie ici. Mais sur Internet, on va répondre d'un coup de poing avec un autre coup de poing. Puis ça, c'est ça qui est vraiment, vraiment, c'est dommage. C'est de regarder ce que nous, on peut faire dans notre immédiat, que ce soit dans une partie de jeu vidéo, que ce soit sur un forum, que sur Facebook. Si quelqu'un se fait opprimer ou est vraiment dans une situation, je veux dire, bad, là, de faire quelque chose, mais positivement. De deux, je pense qu'il y a pas assez, il y a jamais assez de messages positifs. Donc, si vous voyez quelqu'un qui fait quelque chose de bien, ben dites-lui. Tu sais, moi, je reçois tellement de messages quand je fais quelque chose de pas bien, puis tu sais, c'est très rare que les gens prennent le temps de me dire, hey, c'était vraiment cool cette entrevue-là. Non, c'est plus c'est bien de la merde ce que t'as dit, tu sais. Fait que si vous voyez quelque chose de bien, ben dites-le donc. Ça c'est tellement facile. Puis au niveau des filles, moi ce que je dirais c'est que souvent il y a deux choses. Ben c'est de pas lâcher parce que honnêtement ça vaut la peine anyway là. Puis de deux, c'est aussi de regarder notre attitude à nous, parce que moi malheureusement, je me souviens dans le passé quelques fois où j'ai fait acte par exemple soit de jalousie ou c'est soit de j'aimerais ça que ça soit moi, ou tu sais on n'est pas dans un monde où il doit y avoir une femme gagnante, une femme qui va être la meilleure. Alors que les gars sont jamais confrontés à ça, c'est le meilleur gars de la compagnie. Donc, de la compétition, même entre femmes. Oui, la compétition, exactement. Il y a pas beaucoup de sororité entre les filles. Exactement. Et ça, je trouve ça super dommage. Je trouve qu'on est encore plus difficile envers les autres femmes en tant que femmes. On devrait être solidaires. En cinéma, en télé, c'est la puis même on chose. l'a vu en cinéma, en télé, quand il y avait eu un gala, la personne s'était habillée un peu ordinaire, puis c'est les autres femmes éditoriales qui l'avaient critiqué, même pas les hommes le lendemain dans les médias. Donc, on est très, très sévère envers les autres, et je pense que c'est tellement satisfaisant de dire à une autre femme, je suis tellement contente de ton succès, c'est tellement incroyable de te voir gagner ou peu importe, ça m'inspire. C'est tellement rare qu'on voit ça envers les femmes. C'est tout le temps de la compétition, c'est tout le temps, mais elle est plus belle, mais c'est pas nécessairement notre faute, c'est vraiment un phénomène de société. C'est pour ça qu'il faut dire pause. T'sais, c'est pas parce qu'elle est extraordinairement belle que toi tu peux pas l'être que aussi. toi tu peux pas être aussi belle ou aussi bonne ou aussi capable. Ça devrait t'inspirer plutôt que te confronter. Exact. Ouais, et pour tout à fait une raison X, j'ai rarement connu des femmes qui étaient dans des situations qui étaient fières de leurs compatriotes ou peu importe. Puis si vous le faites, tant mieux, continuez, ça fait une différence. Puis si vous pouvez juste prendre un petit pause puis vous dire, est-ce que moi je peux faire un effort par rapport à ça? Puis honnêtement, là, la personne qui ça fait le plus mal quand on est en ce phénomène de compétition, c'est soi-même.
sais, quand on n'est pas capable d'être fier de quelqu'un d'autre qui a du succès, c'est à toi que ça fait mal, pas à la personne qui a du succès. Puis rapidement, les parents, qu'est-ce que tu leur dirais? Les parents, là, moi, je trouve ça super facile, c'est s'intéresser à ce que leurs enfants font. Peu importe. S'ils jouent à des jeux vidéo, puis vous trouvez qu'ils jouent trop souvent, intéressez-vous à ces jeux vidéo, puis il va pouvoir vous en parler, puis vous allez pouvoir avoir une compréhension, puis une ouverture d'esprit qui va faire, peut-être qu'avant souper, tu vas être capable de comprendre c'est 45 minutes une game, puis tu peux dire, hey, dans 45 minutes, viens souper, t'arrêteras, passe-en pas une autre après celle-là. Puis c'est exactement ce que mes parents ont fait. Puis j'étais comme, OK, c'est ma dernière game. Puis là, je partais une game, j'allais souper, je prenais 1 heure de souper avec eux tous les jours parce que ils me disaient 45 minutes avant, pars ta dernière game parce qu'après ça, faut que tu viennes souper. Ils respectaient cet espace-là. Exactement. Toi, mais si, en plein milieu de la game, ils disaient, là, faut que tu t'en viennes maintenant. Puis finis pas ta game. Puis je te donne même pas 10 minutes. Là, c'est là que les conflits arrivent, tu sais. Voilà. Moi, je retiens 2 choses. Qu'il y a moyen de dire à ses parents combien de temps dure une partie en ligne parce qu'il faut qu'ils comprennent qu'on peut pas mettre le jeu sur pause quand on est en ligne. C'est important. Et je retiens aussi qu'il faut célébrer les succès des autres. Puis Stéphanie Harvey, incroyable. Quelle fierté pour le Québec de t'avoir à l'international. Non, sérieusement, tu fais tellement bien ça partout où tu vas. Merci d'être venu au podcast. Ça va tellement rapidement. C'est déjà fini. J'avais tellement de choses à dire encore sur le jeu. On ferait un 4 heures là-dessus. Je pense qu'on va faire un Lord of the Rings Extended Edition. Ça me ferait tellement plaisir de te revoir éventuellement, mais merci beaucoup à vous. Martin, Mylène, vous avez fait un travail très intéressant avec la série. Donc, chapeau aussi à vous d'amener ces discussions-là, je pense, sur le parvis de l'Église, d'amener cette réflexion, cette discussion avec un drame, parfois dur à regarder, mais ça fait partie de la vie. Donc, chapeau. C'était Fred Bastien pour le podcast de la série Le Jeu diffusé à TVA. Et voici les crédits. À la réalisation, tu mettras une petite musique jazz. Tu mettras une petite musique jazz, OK? Puis là, on va faire comme si on était dans un lounge. À la réalisation, Bastien Gagnon La France. À la direction technique, Gabriel Meunier. Recherche, Véronique Trudeau. Contenu, Mylène Cholet. Direction de projet numérique, Étienne Roy. Production, Joanie Langevin pour Amalga. C'était Fred Bastien. Pour plus de détails sur le jeu, allez sur lejeutva.ca. Merci à vous 3 d'avoir été là et on se dit à la prochaine.